Voici un communiqué de Richard Findiquian. Charles Aznavour à Marseille le 25 avril. You are the one for me, for me, for me, formidable. Dans le cadre des commémorations du génocide arménien à Marseille, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et Dialogue RCF vous invite à assister à la remise officielle du prix Charles Aznavour 2016. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Remis en personne cette année par Monsieur Aznavour et Madame Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Venez vous aussi participer à la remise officielle du prix Charles Aznavour 2016 le 25 avril à 11h à l'hôtel du département avec le plus célèbre des artistes français au monde, Monsieur Charles Aznavour. C'était un communiqué de Richard Findiquian. Le club Ararat TV de Richard Findiquian. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le Club Ararat TV Dialogue RCF. Vous retrouvez cette émission en podcast sur le site des radios chrétiennes francophones rcf.fr et sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne ccifa-france.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook Ararat TV Recognize the Armenian Genocide, sur la page Aznavour Story ainsi que dans le groupe Facebook Ararat TV. Au sommaire de ce magazine, la sélection du prix Alain Terzian 2016 avec l'édition grand public des archives de James Bond, un ouvrage absolument remarquable qui présente donc un panorama complet de tous les films sortis jusqu'à présent, depuis James Bond 007 contre Dr No, sorti sur les écrans en 62, jusqu'à Spectre, à l'affiche en 2015. Nous parlerons également football avec Roger Dermesropian, président du club UGA Ardziv de Marseille, qui est aujourd'hui dans le fauteuil de Philippe Kazarian, ex-président du club depuis 14 ans. Nous présenterons ce club de foot franco-arménien qui prépare son dîner de gala annuel au Mucem avec le président Roger Dermesropian qui est avec nous en studio. Bonjour Roger. Également au programme de ce magazine, nous présenterons un nouveau système de développement durable qui permet la reconstruction de villages dans le Karabakh, enclave peuplée d'Arméniens malheureusement toujours soumise à un blocus de la part de l'Azerbaïdjan. Jean-Michel Salvo, superviseur du projet, sera avec nous en duplex à Genève. James Bond, depuis que Sean Connery a prononcé cette formule culte en 62, le plus fringant des agents secrets de l'histoire du cinéma a séduit et fait vibrer le public dans le monde entier. Le personnage irréprochablement british créé par l'auteur Ian Fleming a été le héros de 24 films incarnés par 6 acteurs différents sur plus d'un demi-siècle. Les archives James Bond présentent un ouvrage remarquable, ouvrage qui est en compétition cette année pour le prix Alain Terzian 2016 qui sera remis à Marseille. Alain Terzian, je le rappelle, c'est le président des Césars du cinéma français. Un livre qui permettra donc au lecteur de s'immerger dans les coulisses de la saga avec une profusion de photos des tournages, d'instantanés inédits, de storyboards, de notes de production complétées par le témoignage oral recueilli auprès de 150 acteurs et membres des équipes de tournage. Madame Molgarde, qui est avec nous en duplex. Bonjour Madame Molgarde. Oui, bonjour. Alors vous représentez l'édition Taschen. Cette nouvelle édition paraît dans un format plus petit et à moindre prix que la précédente édition XL. Oui, c'est vrai, mais en même temps, il reste vraiment important comme format puisqu'il pèse plus de 4 kilos et que son contenu, non seulement c'est évidemment le même que dans le grand, mais élargi avec Spectre. Donc on est tout à fait à jour. Alors producteur, cascadeur, réalisateur, décorateur, il faut dire que c'est un livre absolument incroyable. Et dans ce magnifique livre, tous apportent leur récit personnel de la saga Bond. Oui, c'était vraiment l'histoire parlée, en quelque sorte, un peu l'histoire orale de l'agent 007 que Paul Duncan, qui est vraiment le maître d'œuvre de cet ouvrage, a voulu faire. Et en même temps, vous avez plus de 1000 images. Donc je vous dis que c'est vraiment tellement complet et vivant que
Voilà, on ne peut pas imaginer mieux pour expliquer James Bond. Alors ça représente quand même un travail incroyable. Combien de temps a-t-il fallu à l'auteur qui vit à Londres pour réaliser cet ouvrage? Au fait, il a travaillé pendant plus de 30 mois sur ce livre et il a visité plus d'une centaine de bibliothèques débordantes de notes de tournage, de croquis, de photos. Donc c'est un travail de titan qu'il a eu, donc avec un accès total à plus de 1 million d'images. Alors on peut dire que c'est la plus ancienne série cinématographique encore en cours et la plus populaire de toute l'histoire du 7e art. Oui, tout à fait, c'est exactement ça, oui. Et là, je pense que ça va continuer, à mon avis. Ben oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour permettre à nos auditeurs d'aller racheter votre ouvrage, Madame Moulgard, l'ouvrage de votre maison d'édition? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme argument majeur? Moi, je pense que là, vous avez tous les secrets, mais absolument tous les secrets, des anecdotes extraordinaires que vous n'auriez jamais imaginé. On sait tout depuis le bikini qui a été acheminé en 3 exemplaires sur le tournage en blanc pour les bons baisers de Russie. On sait absolument toutes sortes d'histoires qu'on n'aurait jamais imaginées. Donc on peut dire que Paul Duncan, il a agi quelque sorte en Sherlock Holmes du cinéma pour ce livre et que vous allez là avoir une telle farandole d'images et d'histoires. Voilà. Donc je pense qu'on ne peut pas imaginer plus riche et plus riche ouvrage que sur celui sur James Bond. Alors est-ce que ce nouveau format beaucoup plus petit que la précédente édition Excel est une réplique tout à fait identique à la première édition? Oui, mais élargi avec un chapitre sur Spectre. Sur Spectre, bien évidemment. Donc, oui. Bien, écoutez, bonne chance donc pour le prix Alain Terzian qui sera décerné donc à Marseille cette année, prix Alain Terzian 2016, président de l'Académie des Césars du cinéma français dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Je vous souhaite bonne chance, Madame Moulgard. Merci beaucoup à vous. Je rappelle le titre de ce livre magnifique, Les archives James Bond aux éditions Spectre, publié par les éditions Taschen. Le club Ararat TV de Richard Findiquian. Roger Dermesropian, président du club UGA Arziv, est avec nous en studio. Roger Dermesropian, on peut dire que l'UGA Arziv, c'est un symbole lié à l'histoire de l'arrivée des Arméniens dans la capitale phocéenne, Roger. Oui, c'est vraiment un symbole parce que si on considère que les premiers immigrés sont arrivés en 1922-1923, l'UGA, à l'époque Union Générale Arménienne, a été créée en 1924, c'est-à-dire tout de suite après cette arrivée-là. Alors c'est aussi l'image d'une double culture entretenue grâce au foot de génération en génération. Oui, c'est une double culture qui est entretenue effectivement de génération en génération. Il y a beaucoup de liens familiaux, je dirais. Il y a maintenant des arrière-grands-pères qui ont joué, des fils, des petits-fils et des arrière-petits-fils. Donc on en est aujourd'hui, pour les familles qui ont suivi le cours de l'UGA, à la 4e génération. Alors tout comme Philippe Casarian, le vice-président du club, Roger, vous êtes très fier, on peut le dire, des couleurs du club UGA Arziv. Si l'écusson du maillot reprend celle de l'Arménie, rouge, bleu et orange, le maillot, lui, est jaune et noir. Voilà, le maillot est jaune et noir depuis le début, depuis l'origine. Alors, que signifient justement symboliquement ces couleurs jaune et noir? Alors, je n'ai pas la signification exacte, mais il y en a une qu'un ancien m'a donnée et que je trouve très belle, et donc je l'ai conservée. En fait, le jaune, c'est les générations, c'est le soleil qui symbolise les générations futures, et le noir, c'est le deuil des générations anciennes, pour s'en souvenir. Voilà, donc je trouve cette symbolique très belle, et je l'ai conservée, et je pense qu'elle va bien avec le club. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour reprendre la présidence du club, Roger, après Philippe, donc Philippe Casarian, avec qui vous formez toujours un binôme très complémentaire? Voilà, en fait, moi j'ai signé à l'UGA Arziv en 70, j'ai été joueur jusqu'en 88 de l'équipe première, et en 88 je suis passé directement de joueur à président, donc j'ai été une première fois président de 1988 à 1996. Bon, après j'ai toujours suivi le club, mais pour des raisons professionnelles je n'ai pas pu trop m'en occuper.
Et Philippe, qui avait repris la présidence en 2001, m'a rappelé en 2008 pour venir le seconder. Ce que j'ai fait, donc depuis 2008 jusqu'à l'année dernière, j'ai été vice-président et lui président. Puis l'année dernière, il m'a demandé de prendre son poste et d'intervertir. Je n'avais pas voulu, donc on a fait une année de coprésidence. Et puis cette année, il m'a leur redemandé. Donc là, j'ai dit oui, mais à condition que tu restes vice-président à mes côtés, ce qui a été fait. Effectivement, c'est assez complémentaire dans notre fonctionnement. Alors, quelques mots tout de même sur votre politique sportive et sur les objectifs pour les saisons à venir. La politique sportive, je dirais, nous avons une politique sportive et une politique associative, je dirais, c'est-à-dire on est à la fois club sportif et association arménienne. Oui. Donc on a forcément une majorité de joueurs d'origine arménienne, bien qu'on soit un club ouvert, on a pas mal de joueurs qui ne sont pas d'origine arménienne, mais enfin on a quand même une majorité de joueurs d'origine arménienne. Pour ce qui est du sport, pour toutes les jeunes catégories, c'est-à-dire les catégories de jeunes plus exactement, l'essentiel c'est de prendre plaisir à jouer. Prendre plaisir à jouer, à progresser, on ne cherche pas forcément le résultat, et d'ailleurs le district et la ligue sont un peu dans le droit fil de ce qu'on dit, puisqu'il n'y a plus de championnat jusqu'à 15 ans, quoi. Voilà. Donc on veut vraiment inculquer l'amour du football, l'amour du sport aux jeunes, voilà, tout ça aux alentours des 15 ans ou des 17 ans. Après, sur les trois dernières catégories avant de passer senior, on essaie de détecter les quelques joueurs qui ont le potentiel de pouvoir après alimenter le vivier des équipes seniors et notamment de l'équipe première. En une phrase, Roger, comment on pourrait définir ce club? Alors déjà, c'est le numéro 3, peut-être que ça intervient... Voilà, oui, il faut quand même le souligner. Le souligner, voilà, oui. Donc c'est un club qui a 92 ans déjà, qui est pas commun ici. Un club amateur, c'est le 3e club de Marseille. De Marseille. Et le premier club amateur. Premier club amateur et numéro 3 à Marseille. Et numéro 3 à Marseille avec Andoum. Le premier étant l'OM, bien entendu. Le deuxième, Consola, qui risque de monter en Ligue 2. Et puis en amateur, voilà, les deux premiers, c'est l'UJA Ardiv et Andoum. Donc on est 3e club sur Marseille en termes de hiérarchie, et on a 280 licenciés, on a une section football qui est majoritaire dans le club, et puis une section basket féminine aussi, qui a une dizaine d'années, et qui évolue dans le nouveau gymnase de l'école à Mascaïne, qui a été homologué par la Fédération française de basketball. Voilà. Oui. Alors un mot aussi sur le dîner de gala du club. Présentez-nous un peu ce dîner de gala qui se déroule cette année sur le toit terrasse laté de bois du Mucem, au restaurant La Table au Mall, Paseda, avec en invité d'honneur André Manoukian, mais malheureusement André a eu son père est décédé récemment, donc le dîner de gala qui devait avoir lieu dans quelques jours a été reporté. Le dîner de gala devait avoir lieu le 18 mars, donc vendredi, et en raison du décès du papa d'André Manoukian, qui était l'invité d'honneur, ce dîner pour l'instant est reporté à une date qu'on ne connaît pas. Alors le dîner annuel pour nous, c'est une tradition depuis 6 ans maintenant qu'on a relancé ça. Il y a eu des invités d'honneur prestigieux, on peut en citer quelques-uns. On avait commencé avec Mourad Boudjelal, le président du rugby club toulonnais, dont la grand-mère paternelle, il faut le rappeler, est d'origine arménienne, est arménienne. Oui. Voilà. Ensuite, on a eu Eric Dimeco. Ensuite, on a eu Simon Karian, Simon, bien sûr. Ensuite, on a eu Charles Villeneuve, qui est lui aussi d'origine arménienne. L'année dernière, c'était Nelson Monforme. Et cette année, la 6e année, c'était André Manoukian. On espère que ce sera encore André Manoukian. Et puis, bien sûr, tous les grands noms du foot qu'on a vu défiler. Vincent Labrune, Michel Hidalgo. Après, il y a des gens qui sont venus nous rendre visite lors de ces soirées qui ont toujours été des réussites. D'accord. Alors on peut pas malheureusement encore donner la date de ce dîner de gala, mais disons à nos amis auditeurs qu'il faudra aller sur le site de l'UJA. On va rappeler l'adresse URL. Je l'ai pas en tête, mais bon. En tapant sur Google UJA Ardiv, on trouve très facilement le site, et on trouvera donc la date du dîner de gala avec André quand même, parce que ce n'est qu'un report de date, avec André Manoukian, le beau Dédé, qui sera présent donc au prochain dîner de gala du club UJA Ardiv numéro 3 des clubs de foot à Marseille. Merci au président Roger d'Hermès-Ropian d'être venu au micro du club Ararat. Merci à vous. À bientôt, Roger. À bientôt. Le club Ararat TV de Richard Findiquian.
Parlons maintenant développement durable des régions rurales et plus particulièrement à travers ce que réalise Jean-Michel Salvo, superviseur de ce projet de logement de type kibbutz qui voit le jour au Karabakh. Le Karabakh, une république autoproclamée qui a déclaré son indépendance en 91, une enclave peuplée en majorité d'Arméniens soumise à un blocus de la part de l'Azerbaïdjan, une action dirigée par 3 personnes, le député de Stepanakert, capitale du Karabakh, Aïk Kanoumian qui gère l'action sur place, Ophélie Ray en charge de la communication et Jean-Michel Salvo, représentant de l'action Kibbutz Armenia Project. Jean-Michel Salvo, bonjour. Bonjour Richard, merci de nous recevoir. Voilà, on va peut-être monter un peu le son parce on vous entend très mal. Pour vous, Jean-Michel Salvo, l'avenir de l'Artsakh passe par la consolidation et le développement de ces villages qui sont aujourd'hui en situation difficile, Jean-Michel. Oui, effectivement, aujourd'hui, si vous allez au Karabakh, vous allez trouver donc une capitale Stepanakert hyper développée, très moderne. Et puis tout autour, des régions où il y a des villages qui sont dépeuplés, où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas d'infrastructure. Et donc vous avez un peu un dépeuplement tout autour de Stepanakert, ce qui est un petit peu dommage, car le Karabakh est très grand et ces régions rurales ne sont pas développées. Et c'est un manque de richesse, je trouve. Oui, il faut dire que la province d'Artsakh possède un immense potentiel naturel et agricole, mais ce potentiel n'est pas exploité à cause de l'exode rural. Oui, exactement, et d'autant plus que l'on connaît, avant la guerre, c'était une région extrêmement développée sur le plan agricole, donc il y avait de la vigne, des céréales, du tabac, du verre à soie, etc. Et donc aujourd'hui, du fait de l'infrastructure, de ce manque de gens qui restent dans les villages, ce potentiel naturel n'est pas exploité puisque les champs sont à l'abandon, les vignes sont abandonnées, et donc vous avez cette espèce de désert rural avec des ruines de l'ancien temps soviétique, on va dire. Oui. Et donc c'est problématique pour ce pays qui a besoin de richesses et de se développer et qui laisse ces richesses un peu à l'abandon. Alors créer ces kibbutz, c'est à l'évidence créateur de richesses pour la province de l'Artsakh. Comment est née l'idée de créer ces sortes de kibbutz dans ces villages et quelles ont été les sources de financement de votre projet, Jean-Michel Salvo? En fait, l'idée c'était très simple, c'était face un peu à un constat de tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire cette globalisation un peu sauvage, cette installation des richesses. C'était l'idée de créer un nouveau système, de retourner plutôt vers les campagnes pour redévelopper ces régions. Donc on a pris quand on s'y est relu après avoir tout écrit, on s'est rendu compte que ça ressemblait beaucoup au système. Attendez, on vous entend par intermittence, Jean-Michel. Mettez-vous, vous êtes près d'une fenêtre? Oui. Alors essayez oui, parce que on vous entend par intermittence. Oui, reprenez ce que vous nous disiez à l'instant. Oui, donc je vous disais, donc on a écrit ce projet de développement rural. Une fois qu'on s'y est revu, on s'est dit que ça ressemblait énormément au système des kibbutz israéliens. Oui. Et qui était un système qui avait très bien fonctionné pour développer des régions qui étaient complètement désertiques. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de l'adapter à une région comme l'Artsakh, ça correspondrait énormément. Oui. Et donc pour le financer, tout simplement au lieu d'attendre des aides hypothétiques, on s'est mis à travailler très dur dans nos travails respectifs, c'est-à-dire essentiellement la restauration. On a économisé de l'argent et on a commencé notre propre début de construction avec nos propres fonds qu'on a gagnés à la sueur de notre fonds, tout simplement. Alors cette activité économique de création de logements de type kibbutz, solution durable pour les Arméniens, peut être reproduite dans tous les pays du monde qui souffrent de l'exode rural? C'est ce qu'on espère montrer par l'exemple, c'est-à-dire montrer que si on crée des petites entités qui génèrent des revenus grâce à l'agriculture, ces revenus peuvent être ensuite utilisés pour créer des infrastructures autour des kibbutz. Oui. Et donc, en fait, on essaie d'obtenir un autofinancement grâce à notre propre activité. Ça, c'est très important. Oui. On évite d'attendre toujours des dons humanitaires de l'extérieur. C'est d'être autofinançable par nous-mêmes. Et donc, si aujourd'hui vous avez tous ces problèmes migratoires, les gens quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas de travail, pas d'infrastructure, pas de santé, pas d'éducation, si au final, dans leur propre village, ils ont un kibbutz qui leur procure du travail, des logements, des infrastructures,
Et de eux-mêmes, ils n'auront plus de raison de quitter leur campagne pour un hypothétique avenir meilleur en Europe, sachant très bien que dans la réalité, ils arrivent ici dans des conditions assez effroyables. Voilà, c'est ça, c'est une solution en fait que vous proposez concrètement à moyen terme ou à long terme aux pays voisins pour venir en secours, notamment aux chrétiens d'Orient, une solution qui pourrait, pensez-vous, résoudre partiellement les nombreux problèmes migratoires que nous connaissons actuellement. Ça peut être, je pense que ça peut être une solution concrète, une petite solution concrète, mais si on la démultiplie sur le long terme et sur plusieurs sites, je pense que oui, les gens, aujourd'hui, tous les migrants qui affluent en Europe sont des réfugiés principalement de guerre, mais avant la guerre, il ne faut pas oublier qu'il y avait également beaucoup de réfugiés, on va dire, de type économique, oui. puisque ces gens n'avaient aucun travail, aucun avenir dans leur propre pays. Donc, oui. Ils avaient des régions tout autour du Moyen-Orient, je pense notamment au Karabakh, la Géorgie, voire même peut-être le Kurdistan irakien, par exemple, qui possèdent des potentiels naturels non exploités. Donc plutôt que ces gens risquent leur vie avec leurs enfants, leurs valises, à traverser des pays pour arriver jusqu'en Europe, pourquoi ne pas développer des provinces sur la base d'un développement de type kibbutz, en leur offrant des logements, du travail et la clé de leur avenir entre leurs mains, tout simplement. Voilà, alors vous dites que la seule solution est d'agir en amont, et non seulement quand les réfugiés sont aux portes de l'Europe. Agir maintenant, dites-vous, c'est éviter les drames pour les réfugiés sur les bateaux en Méditerranée, et c'est surtout préserver l'Europe d'une crise migratoire qu'elle n'a pas en fait les moyens d'assumer. Oui, parce qu'en fait, si on regarde la géopolitique, on se rend compte que tous les problèmes que l'on vit aujourd'hui dans le monde entier ont des causes dans le passé. Ça, c'est de la logique. Donc, si il y a autant de problèmes économiques, c'est que dans le passé, les instances dirigeantes du monde ont fait de mauvais choix ou de mauvaises actions. Donc, aujourd'hui, cette crise migratoire qui est en face de nous, on essaie de répondre dans l'urgence. Et on n'essaie plus de résoudre des crises profondes par des actions en préalable. Donc, l'idée, nous, c'est de prévoir et d'anticiper ces problèmes et d'aller aux racines des problèmes et de dire si ces gens viennent en Europe, nous, en Europe, on n'a pas les moyens de recevoir tout ça. Deux, il faut qu'ils puissent chez eux trouver les outils, les moyens de leur propre développement individuel et collectif. Donc je pense que c'est une solution qui peut être très bonne pour eux et pour le monde entier. Bien, écoutez, Jean-Michel, d'abord, permettez-nous de vous féliciter. Alors, avant de terminer, quels sont vos besoins en financement et comment peut-on d'ici vous aider? Écoutez, on a un site internet qui est bien expliqué, où vous pouvez nous contacter. S'il y a des partenaires qui souhaitent participer avec nous, c'est avec grand plaisir. Notamment cette semaine, nous habitons à l'heure actuelle sur Genève, on est une région importante. Voilà, la liaison malheureusement n'est pas très bonne. Là, vous nous appelez, vous êtes à Genève là actuellement, hein? Oui, voilà, pour le travail, je travaille en restauration Genève. On a des rendez-vous avec des coordonnateurs arméniens de la communauté de Genève. Oui. Donc ça peut être très bien pour le projet. Et ce qui peut être intéressant, c'est s'il y a de jeunes Arméniens ou non Arméniens comme moi, jeunes Européens, j'ai envie de dire, qui ont envie de participer avec leurs mains, avec leur énergie, avec leurs idées, avec tout ça, qui souhaitent venir avec nous construire le kibbutz de leur propre main. Ils sont les bienvenus, on les accueillera avec grand plaisir. Et d'avoir le plus d'énergie possible, ça peut être très positif pour le projet. Donc je vous invite à nous contacter via notre site internet, kibbutzarmeniaproject.com, ou notre page Facebook également. Très bien, écoutez, en tous les cas, je pense que tout le monde aura entendu votre appel. Bravo encore à vous, Jean-Michel Salvo. Merci à vous, Richard. Je vais donner tout de suite l'adresse, donc on peut se rendre sur votre site, alors c'est kibbutzarmeniaproject.com, avec 2B, kibbutzarmeniaproject.com, et votre page Facebook, Kibbutz Armenia Project, tout simplement. Merci Jean-Michel, et encore toutes nos félicitations. À très bientôt. À très bientôt, merci Richard. Au revoir. Le club Ararat TV de Richard Findiquian. Voilà, c'est la fin du club Ararat TV Dialogue RCF. Merci à nos invités, merci Roger d'Hermès-Ropian d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du club Ararat TV, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue RCF.
Voici un communiqué de Richard Findiquian. Charles Aznavour à Marseille le 25 avril. You are the one for me, for me, for me, formidable. Dans le cadre des commémorations du génocide arménien à Marseille, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et Dialogue RCF vous invite à assister à la remise officielle du prix Charles Aznavour 2016. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Remis en personne cette année par Monsieur Aznavour et Madame Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Venez vous aussi participer à la remise officielle du prix Charles Aznavour 2016 le 25 avril à 11h à l'hôtel du département avec le plus célèbre des artistes français au monde, Monsieur Charles Aznavour. C'était un communiqué de Richard Findiquian.